Bienvenue dans le deuxième podcast live de l'Amour de l'Art, un épisode enregistré en public le 6 novembre 2025 à Avignon, en partenariat avec les Jeudis de la collection Lambert. À l'occasion de ces expositions Automniel Cosmos ou les fantômes de l'amour à Avignon, Un chant d'amour à la collection Lambert et New Works à la Galerie Perrotin à Paris, Jean-Michel Automniel s'est entretenu avec le directeur artistique et commissaire d'exposition Stéphanie Bars. Les Jeudis de la collection Lambert mettent à l'honneur des artistes dans le cadre de discussions ouvertes à tous et à toutes. Intitulées The Artist is Present, en référence à la performance de l'artiste Marina Abramovic, elles sont autant d'occasions de rencontres avec les artistes de notre temps. Chez Perrotin, nous avons imaginé ce podcast en 2021, afin de partager le travail de nos artistes avec le plus grand nombre par un prisme singulier. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre, ils et elles partagent de manière très personnelle leur regard sur ces œuvres qui les fascinent. Le titre L'Amour de l'Art rend hommage à Pierre Bourdieu, qui écrivait dans l'ouvrage éponyme « La culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous ». Né dans les années 60 à Saint-Étienne, Jean-Michel Automniel grandit face aux réalités de son environnement industriel. Il a aussi accès à la magnifique collection du Musée d'art moderne de Saint-Étienne. À l'âge de 10 ans, il y croise le travail du minimaliste américain Robert Morris, une expérience qui le marquera durablement. Dans cet épisode enregistré en public, Jean-Michel Automniel s'entretient avec Stéphanie Bars au sujet de l'art minimal qui continue de le fasciner. Bonne écoute. Comme vous l'imaginez bien, je suis très heureux aussi de ce moment parce qu'on a passé du temps avec Jean-Michel Automniel à se rencontrer réellement, puisque moi je connaissais son travail mais on se connaissait pas personnellement, autour du projet. Et François Quintin parlait de cette relation longue d'amitié avec Yvon Lambert. Le projet est venu de là. Vous savez, chez nous, les choses sont toujours très humaines et personnelles. Et un jour, avec François Quintin, on déjeunait avec Yvon Lambert. C'était certainement avant un conseil d'administration à la collection Lambert. Et Yvon Lambert nous dit, tiens, la semaine prochaine, je déjeune avec Jean-Michel Automniel. Je crois que c'est important. On est resté un peu en suspens sur cette idée-là. Et en effet, quelques temps après, Yvon nous prévient que Jean-Michel Automniel va nous contacter pour ne pas gâcher la surprise. Ce qui se fait, et Jean-Michel Automniel nous raconte cette espèce de projet pharaonique et merveilleux qu'il est en train d'inventer à Avignon. Vous imaginez qu'en tant que musée d'art contemporain de la ville, il paraissait assez impensable de ne pas en faire partie. Et très vite, avec François, on a décidé de proposer deux choses en particulier, de laisser ensuite libre cours à l'imagination de Jean-Michel, mais c'était de parler depuis notre place de musée d'art contemporain, et c'était donc de s'autoriser le droit d'aller regarder dans des œuvres qui étaient parfois très anciennes. Vous avez dans l'exposition certaines des premières œuvres en soufre, je parle de la fin des années 80, mais aussi des œuvres de la Documenta de Cassel de 92, et donc de pas se concentrer uniquement sur des œuvres qui avaient été produites très récemment pour l'exposition, et puis d'imaginer un axe très particulier qui était lui proposer de regarder avec moi la collection d'Yvon Lambert, dont on savait qu'elle le passionnait, et d'imaginer ensemble, à travers ses yeux, un accrochage de la collection qui mettrait en scène des œuvres d'une période particulière, qui est celle des années 60-70, à deux exceptions près qui sont Nan Goldin et Louise Lawler. Et ces œuvres devraient rentrer en connexion avec une partie de son travail sculptural. Voilà. Donc on est parti de ce point de départ-là. Et comme tout le monde ne le connaît pas, on va remonter un peu le temps et essayer de comprendre davantage le travail de Jean-Michel. Et donc Jean-Michel, j'aimerais te poser des questions qui sont tout à fait simples et qu'on pose à tous les artistes quand ils viennent ici pour faire une exposition. Mais on aimerait savoir comment, en tant qu'artiste, tu as découvert le monde de l'art. Est-ce que tu as découvert les œuvres d'art, les musées dans ton enfance très tôt, au cours de tes études? Par quels moyens? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la famille ou est-ce que c'était beaucoup plus personnel? Donc si tu peux nous raconter ton entrée dans le monde de l'art, ça informerait beaucoup, vous allez voir, sur la suite de nos discussions. Merci d'être si nombreux déjà. Oui, c'est une question importante, mais qui est une question qui continue toujours à exister. D'ailleurs, je me pose toujours cette question-là. Aujourd'hui, je rencontre encore d'autres artistes qui me passionnent, et c'est vraiment. Mais ça a commencé très tôt. Ça a commencé à Saint-Étienne. C'est pas venu de ma famille, dans le sens où ma famille n'est pas du tout une famille d'artistes. C'est une famille plutôt d'enseignants, entre mes oncles, mes tantes, ma mère. Enfin bon, c'est plutôt donc une famille ouverte sur la curiosité, sur l'émerveillement, sur
voilà, les choses de la vie, et les musées en font partie, en ont toujours fait partie. Donc on a visité beaucoup de musées quand j'étais enfant, avec mes parents, parce qu'on traversait l'Europe en caravane tous les étés, et on faisait un peu tous les pays comme ça, et c'était vraiment des moments chaque fois où la culture, le musée faisait partie de ce parcours. Donc il y avait ça, et puis il y a eu surtout une chose qui arrivait très tôt, qui sont peut-être mes premiers souvenirs, qui sont le musée d'art contemporain de Saint-Étienne, où à l'époque il n'était même pas encore un musée d'art contemporain, il était dans le musée d'art et industrie, qui était géré à l'époque par Bernard Cesson qui a porté ce musée à travers les différentes mairies, et qui après a fait cette carrière qu'on connaît. Il a été au Centre Pompidou, puis après au Luxembourg. Enfin, c'est devenu un grand directeur de musée. Mais il a commencé dans cette ville qu'il aimait, et dans laquelle il est revenu d'ailleurs, puisqu'il est revenu à Saint-Étienne à la retraite pour ouvrir une galerie là-bas. Et c'est quelqu'un qui faisait lui-même les visites, et donc moi j'ai souvenir enfant de l'avoir vu me parler de Picabia, de Jim Dine, d'œuvres comme ça, qui évidemment pour un enfant sont étranges, et en même temps c'était une période où contrairement à aujourd'hui, il y avait très peu d'animation culturelle pour les enfants. Les musées n'avaient pas d'ateliers pour enfants. C'était au début des années 70. Donc, et moi j'ai souvenir très tôt d'avoir vu des œuvres, et notamment des œuvres qu'on peut retrouver dans cette exposition. Oui, parce que moi je crois, avant de te rencontrer, avoir lu que c'est très tôt, avant 10 ans, que tu fréquentes notamment une exposition d'un des artistes phares de l'art minimal et conceptuel américain, qui est Robert Morris, et que dans le cadre de cette exposition se produit une sorte de déclic chez toi qui, au-delà de la rencontre de l'art, c'est presque rétrospectivement la naissance d'un désir d'être artiste, quasiment. C'est le désir de faire partie de ce monde, on en fait tous partie là ce soir. C'est-à-dire d'être un monde de curieux, un monde d'ouverture. C'était un peu une fenêtre comme ça qui s'ouvrait sur d'autres possibles que la ville de Saint-Étienne, qui à l'époque était quand même très grise et qui était une ville de mineurs. Moi j'étais à l'école avec les enfants des mineurs, donc c'était une ville où la culture était quelque chose d'étrange. Et comme à l'époque la ville était communiste et que les musées devaient être remplis, les enfants tous les mercredis étaient un peu raflés pour des écoles pour aller remplir les musées et faire des entrées. Donc moi j'ai eu la chance d'être amené au musée par mes enseignants, et d'y voir un autre lieu, un moment d'espoir. Et c'est vrai que cette exposition de Robert Morris, qui a un souvenir très précis, Robert Morris et Tony Cragg, mais surtout Robert Morris, c'était un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un terrain de jeu qui était possible. Quand je dis terrain de jeu, c'est parce que Robert Morris, à l'époque, les œuvres étaient beaucoup moins sacralisées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les feutres, on nous invitait à rentrer dedans, à se cacher. Alors maintenant, on n'y touche plus. C'est devenu des choses comme ça qu'on regarde avec distance. Mais les œuvres de Morris, c'était des œuvres interactives où on était invité à monter dans les œuvres. Et donc je me suis rendu compte, après en discutant 30 ans après avec Bernard Cesson, que j'avais vu cette exposition quand j'avais 7 ans, et que c'est ça qui a déclenché tout. Et après j'ai voulu aller aux Beaux-Arts quand j'avais 7 ans, faire les cours du soir, et puis après des études d'art, et puis après les Beaux-Arts de Cergy-Pontoise, et après je suis rentré dans une galerie très tôt, et ben voilà, les choses se sont mises en place avec une espèce de désir porté. Et à un moment donné, le fait de devenir artiste, c'est autre chose. Ça, c'est un autre basculement dans l'histoire. Mais le fait d'aller dans ce qu'on appelle le monde de l'art, c'était quand même une chose extraordinaire. D'ailleurs, la terminologie a changé. Maintenant, on dit le marché de l'art, ce qui est effrayant, parce que nous, on était dans un monde merveilleux. Donc, je pense que ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est très réjouissant, et ça nous arrange beaucoup, nous, du point de vue de la collection Lambert, parce que vous le savez, ou pour les plus jeunes qui le savent pas encore, qui fréquentent le musée, parce que j'en reconnais beaucoup, qui sont assidus, grâce notamment à leurs enseignants, leurs enseignantes. Mais comme vous le savez, l'idée de ce musée vraiment naît de la volonté d'Yvon Lambert. Et Yvon Lambert, c'est galeriste phare, c'est un des galeristes les plus importants du deuxième moitié du XXe siècle et début XXIe. Yvon Lambert va justement être célèbre parce qu'il comprend avant beaucoup que dans les années 60, la capitale de l'art a complètement déménagé, ce n'est plus Paris, mais c'est beaucoup aux États-Unis, notamment à New York, que la révolution artistique est en cours. Bien sûr, elle infusera en Europe et ailleurs.
Mais en tout cas, Yvon Lambert le comprend, et très très tôt en pionnier, il va avoir cette vision de vouloir montrer des artistes que personne ne connaît encore en France, qui sont ces artistes qui vont réinventer l'art et qu'on met aujourd'hui dans des cases très très usuelles, qui sont l'art conceptuel et l'art minimal, ou le land art notamment. Et à travers Yvon Lambert, moi j'ai découvert que ces œuvres extrêmement radicales, très nouvelles, qui, vous le savez, peuvent parfois paraître un petit peu austères, avaient un pouvoir émotionnel et politique très fort. Et c'est vraiment réjouissant d'imaginer qu'un enfant de 6-7 ans va pouvoir trouver un désir absolu pour l'art en rencontrant des œuvres d'art minimal. Si je dois résumer, puisque là on a peu d'images qui diffusent, mais le principe de ces œuvres-là au départ, c'est pour les artistes de créer des œuvres extrêmement simples, très géométriques, opaques, dans lesquelles il n'y a rien à aller chercher, et qui vous racontent que leur présence dans un espace et la manière dont elles y sont installées suffit à générer une expérience sensible pour le spectateur. Il s'agit de faire l'expérience de l'œuvre, bien sûr, mais il s'agit au-delà de faire l'expérience de l'espace tel qu'il a été modifié par la présence de cette œuvre. Et par là même, on va presque inventer, j'allais dire, la notion de spectateur. Et une fois qu'on a dit ça et que vous voyez défiler des images de notre exposition en cours à la collection Lambert, je pense que vous pouvez commencer à imaginer vraiment l'excitation qu'on a pu avoir avec Jean-Michel à venir dénicher des influences ou des similitudes dans les travaux de ces artistes. Et peut-être que tu pourrais nous dire, toi, qu'est-ce qui a pu te bouleverser, puisqu'on parle aussi de ça, et t'influencer dans ces œuvres d'art minimal et conceptuel que tu découvres notamment à Saint-Étienne, puis après, je crois, à la galerie d'Yvon Lambert, tu pourras le dire, ou dans d'autres musées. Oui, alors c'est vrai que le musée de Saint-Étienne, c'est un musée qui est le plus grand musée en France de cette période-là, des années 70. Vraiment, Bernard Cesson avait collectionné les artistes de sa génération et les artistes qui étaient des artistes en création. Donc ça, c'était une chose qui maintenant est assez commune, mais à l'époque, c'était assez novateur d'avoir des artistes qui venaient en résidence, travailler sur place. Donc non seulement j'ai vu leurs œuvres, mais j'ai vu Tony Cragg faire des choses, installer des choses au mur. Et pour moi, c'était un peu comme un grand frère, quoi, parce qu'il a 15 ans de plus que moi. Et c'était se dire que voilà, c'était quelque chose qui était presque tangible. Et ça, c'était quand même une chose assez nouvelle. Et donc, quand je suis tombé, je dirais, en amour avec ces œuvres, avec ces artistes, c'était pas des œuvres faciles. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir la même histoire en étant face au musée de l'impressionnisme, et peut-être qu'aujourd'hui je ne ferais que des fleurs, mais différemment que je l'ai fait aujourd'hui. Donc il y avait quand même une chose qui n'était pas forcément facile d'accès pour la génération, mais moi en tant qu'enfant, j'ai pas vu ça du tout. J'ai vu justement l'ouverture, la couleur, la joie, parce que c'est aussi un mouvement qui, pour moi, et je le pense même encore aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a essayé de démontrer ensemble dans cette exposition, il y a un rapport sensuel quand même dans ces œuvres minimales. Et moi, c'était une intuition d'enfant qui est toujours avec moi. C'est-à-dire que quand je vois ces œuvres-là, même si c'est un carré blanc sur fond blanc comme Robert Tryman, j'y vois une grande sensualité et même une impertinence ou un jeu. Et ça a été quand même quelque chose de moteur. Et puis après, quand j'ai fait mes études donc à Paris, il faut savoir que le monde de l'art était très très différent. C'est-à-dire que c'était un tout petit milieu. On était vraiment peu. Et surtout, on était peu de jeunes artistes à aller au vernissage. C'est une chose qui est assez étonnante, c'est que les artistes qui étaient aux Beaux-Arts, enfin les jeunes artistes, les futurs artistes, n'allaient pas forcément dans les vernissages, dans les expositions d'art contemporain. Et moi, quand je suis arrivé à 20 ans, 22 ans dans la galerie d'Yvon, j'étais le seul jeune, quoi. C'est-à-dire que je me souviens aux Beaux-Arts, les professeurs épinglaient les cartons d'invitation pour dire voilà, si jamais vous voulez y aller. Moi, je me souviens piquer les cartons d'invitation pour aller dans les expositions parce que j'avais cette boulimie d'aller voir. Et c'est vrai que chez Yvon, j'ai vu des choses en vrai que je connaissais soit par le musée avec quelques œuvres, mais la collection du musée n'était pas forcément aussi riche qu'une exposition de galerie où il y a tout un panel qui peut être développé. Et puis des choses que je connaissais à travers les livres, parce qu'évidemment la lecture sur l'art, sur
s'informer sur ce qui se faisait à New York, ça c'est des choses qui me passionnaient, et les voir en vrai chez Yvon Lambert, c'était quand même quelque chose d'assez assez unique, et c'est vrai que tout ça était quand même très joyeux, c'est-à-dire que les vernissages chez Yvon, je m'en souviens, c'était quand même la fête, et comme on était peu, ben même moi si j'étais là par hasard, on était invités, on allait voilà dans la soirée, et puis on rencontrait des artistes, et c'était formidable. Alors par exemple, quels sont les noms d'artistes que tu as pu découvrir à un moment et que tu avais envie de retrouver ici avant qu'on se rencontre? Alors évidemment Cy Twombly, c'est pour ça qu'on ouvre l'exposition, je pense, avec cette salle de Twombly, qui est arrivée plus tard, mais ça a été un vrai choc. Je me souviens, c'est vraiment l'ouverture de la galerie d'Yvon, rue du Temple, rue Vieille du Temple, avec cette exposition Cy Twombly magistrale. Un artiste que je connaissais pas, par contre, que j'ai vraiment découvert entièrement chez Yvon Lambert. J'avais jamais vu ses œuvres parce que j'étais pas encore forcément allé à New York, et qu'après ces œuvres-là, on les voit au MoMA, on les voit dans des grands musées avec des œuvres magistrales, mais c'est la première fois que je voyais cette œuvre si étrange, parce qu'il y a une espèce de liberté, une espèce de sensualité, c'est en même temps entre le graffiti, on sait pas trop, c'est un peu voilà, on pourrait dire c'est presque des choses un peu parfois scatologiques comme ça qui sont donc il y avait quand même très intrigué, j'étais très intrigué par ce travail, et donc après je m'y suis intéressé, et puis je suis allé quand je suis allé à New York, je suis allé voir évidemment dans d'autres galeries ou d'autres musées ou des musées ces œuvres-là, donc ça a été vraiment un déclic. J'aime cet artiste, j'ai suivi cet artiste longtemps, j'ai vu beaucoup de ses expositions, et c'est vrai que le travail qu'on a fait ensemble, le fait que tu viennes dans mon atelier à Montreuil, que tu restes, qu'on aille dans les archives, qu'on regarde ensemble aussi cette histoire de mon point de vue et du vôtre dans la collection, et d'avoir accès à la collection, ce qui a été quand même très généreux, puisque vous m'avez dévoilé tous les secrets de cette collection. J'ai pu avec toi faire une recherche justement de ces liens qu'il pouvait y avoir, de ces souvenirs, et les mettre en rapport avec des œuvres à moi, en essayant d'être quand même toujours un peu en retrait de ces œuvres qui me fascinent et que je respecte. Pour ma part, c'était vraiment intéressant de venir dans l'atelier et de voir comment le travail se fabrique aussi, conceptuellement, matériellement, comment les sculptures s'agencent, se construisent. Et c'est un atelier aussi qui est assez vaste, et on peut déjà commencer à avoir une expérience, c'est rare, de sculpture même monumentale dans le cadre d'un atelier. Et de voir les choses se fabriquer comme ça permettait vraiment de faire le travail conceptuel de l'exposition et d'aller chercher un peu en profondeur, comme on l'a fait, des relations qui ne sont pas simplement formelles. La relation formelle qu'on a pu trouver entre les œuvres, moi, me va tout à fait, et je crois elle est vraiment au premier plan, et elle est importante. Il est important de dire qu'il y a des relations formelles entre des œuvres de différentes générations. Mais c'était davantage que ça, puisque quand je voyais les œuvres se construire, on s'est focalisé, vous avez vu l'exposition, vous la verrez, sur, à part les premières œuvres dont on pourra reparler, des œuvres qui sont constituées à partir de briques de verre. Et c'était vraiment génial de voir comment cette construction d'œuvres à partir d'éléments tous presque identiques allait pouvoir nous rappeler comment dans les années 60, certains artistes, notamment comme Sol Lewitt, comme Donald Judd, avaient inventé des sculptures qui étaient elles-mêmes constituées d'éléments géométriques très comparables et parfois les mêmes, et qu'elles allaient comme ça, à l'aide de procédés d'usinage ou de fabrication industrielle, pouvoir constituer des œuvres d'art. Et je pensais notamment à Sol Lewitt, à cette idée de structure comme ça qui se déploie à travers la forme géométrique du carré, par exemple, ou du cube. Mais Donald Judd, on l'a vu aussi dans la sculpture faite de stacks empilés dans la grande galerie du musée que tu as voulu installer. Je pensais vraiment qu'on était dans un procédé qui pouvait rappeler certaines manières que tu as travaillé, et ça m'ouvrait un horizon dans la compréhension de ton travail que je n'avais pas eu jusqu'à là. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la manière dont tu conçois tes œuvres et cette manière de travailler sur une conception à partir d'éléments particuliers, réalisés en verre notamment, et comment ensuite l'importance de leur déploiement dans l'espace constitue une donnée essentielle de ton travail? Vaste question. Mais non, il y a une proximité, c'est vrai. Il y a en même temps une différence quand je lis les écrits par exemple de Donald Judd, comment la précision avec laquelle il fait attention à la construction de ses œuvres, la distance qu'il met dans cette construction, le fait que ça soit presque un dessin même pas d'architecte mais plutôt d'ingénieur, donc comment il rend ce geste conceptuel le plus froid possible,
même si l'œuvre à la fin ne l'est pas, parce que quand on voit les œuvres en, je sais pas moi, les stacks en cuivre par exemple qui se patinent, donc toute l'œuvre a une vie qui échappe à son concepteur presque, donc ça c'est quand même assez formidable. Moi c'est ce que j'aime dans ces œuvres-là, c'est comment elles échappent aussi à, il y a une différence avec mon travail dans le sens où moi, à l'inverse, bon, j'aime bien sûr dessiner les choses. Vous avez vu les dessins, les premiers dessins sont vraiment des aquarelles qu'on voit. Il y en a quelques-unes dans l'exposition qui sont plutôt des rêves de sculpture et qui n'ont pas ce côté mathématique ou ingénieur. Ça arrive plus tard. Donc déjà la conception, elle se fait d'une façon presque poétique de l'œuvre. Et puis après, cette poésie, elle va jusque dans le dialogue que je peux établir avec les différents artisans. C'est-à-dire que je ne délègue pas du tout enfin je délègue parce que je sais pas souffler le verre par exemple, donc je vais pas prendre la place du verrier, mais je suis au plus proche du verrier. C'est-à-dire que je suis au plus proche du corps du verrier, voir comment il va souffler, quelles sont les erreurs qu'il va faire, comment ces erreurs peuvent m'inspirer d'autres œuvres, comment justement l'accident pour moi est quelque chose d'important. C'est-à-dire que je suis pas dans une maîtrise totale de l'objet tel que pourrait l'imaginer par exemple un designer qui dessine une bouteille et qui l'envoie et puis qui reçoit des protos qui valident, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas du tout comme ça que je travaille. Moi je travaille vraiment très proche des artisans avec qui je travaille, mais je suis très proche aussi des architectes qui sont dans le studio, puisque donc dans le studio on est une vingtaine maintenant, avec donc des architectes, des gens qui me font des images 3D, des gens qui m'aident au montage. Et donc de ces premiers dessins que vous avez vus, ces aquarelles, naissent après des dessins plus techniques, mais je suis là aussi au moment de la construction du dessin technique. Donc il y a quand même je dis souvent, je fais souvent cette métaphore du compositeur qui écrirait une partition et qui en serait lui-même le chef d'orchestre. C'est-à-dire que j'aime écrire la partition, j'aime être le chef d'orchestre et j'aime choisir les interprètes, les virtuoses qui vont me permettre de réaliser mes œuvres. Donc il y a un vrai dialogue qui se fait dans la durée en plus, puisque moi je suis assez fidèle aussi en travail et donc je travaille avec des gens depuis 25 ans. Les souffleurs de verre, c'est ceux avec qui j'ai fait la station de métro il y a 25 ans, ce sont les mêmes souffleurs, les mêmes fondeurs. On a vraiment une complicité, et d'ailleurs c'était très émouvant pour moi l'exposition ici à Avignon, puisque pour la première fois j'ai regroupé tous les artisans avec qui je travaillais. On a fait un grand dîner tous ensemble dehors, comme ça, sous le ciel de l'été d'Avignon. C'était formidable. C'était la première fois où on était tous ensemble, parce que certains sont à Venise, d'autres sont à Bâle, d'autres sont en Inde, d'autres sont dans le centre de la France. Et là, et moi, je suis le seul à les connaître en allant d'un atelier à l'autre. Mais là, le fait qu'on soit tous ensemble, ça montrait un peu, pour répondre à ta question, ce côté famille et aussi être dans le geste de l'autre. Et ça, c'est important pour moi. Oui, mais par ailleurs, c'est intéressant de voir comment les gestes se construisent à travers l'histoire de l'art. Et effectivement, il y a des similitudes dans cette manière de se présenter comme un artiste producteur, ce qu'ont pu faire des artistes dans les années 60, mais de travailler davantage peut-être aujourd'hui à travers la figure d'un compositeur ou d'un réalisateur, par exemple, qui assume aussi l'importance du geste. Parce qu'il y a eu cette envie dans les années 60 de se dégager de la subjectivité et de faire disparaître l'auteur du geste au même moment où travaillent Sol Lewitt, Lawrence Weiner, Donald Judd et d'autres. Roland Barthes ici écrit La mort de l'auteur, et bien évidemment c'est une génération de penseurs qui sera très influente pour les Américains. Et on voit avec ton travail justement que une certaine parenté peut se découvrir. Et à la fois, le temps passe, les moments historiques ne sont plus les mêmes, les contextes sociétaux ne sont plus exactement les mêmes, et le rapport à l'art évolue aussi. Et donc, ton travail est aussi le révélateur d'un moment où le retour au geste et à l'attention portée à l'artisanat devient assez prégnant. Et on le voit avec des jeunes générations aujourd'hui de manière encore plus décomplexée, j'allais dire. Mais il me semble que le travail que tu as fait en amont a certainement aussi permis cette relation comme ça à l'artisanat d'un point de vue de l'artiste. À l'artisanat, je sais pas, à l'artisan, oui, j'en suis sûr. Ouais, c'est-à-dire que la personne qui maîtrise un savoir, ça c'est une chose que je trouve intéressante et qui m'a toujours passionné, et où moi j'ai appris beaucoup des différents artisans avec qui j'ai travaillé. Et il n'y a pas de hiérarchie, je dirais. Quand on est ensemble, on est
c'est assez transversal, quoi. Moi, je me mets pas en censeur de leur savoir-faire. Au contraire, je suis plutôt à l'écoute de ce qu'ils vont faire. Donc, on avance souvent très vite avec des travaux qui souvent vont peut-être plus loin même que ce que j'aurais pu imaginer, grâce à cette confiance qu'on a à travailler ensemble. Mais c'est valable aussi dans la construction d'expositions. Enfin, pour moi, c'est une façon de travailler qui est importante. Mais ce regard sur les savoir-faire, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a 30 ans, à travailler autour de ça, quand je suis passé, je dirais, d'un travail solitaire qui était le travail sur le soufre, où je faisais des petites choses, comme vous pouvez voir dans l'exposition, les premières œuvres des années 90, à un travail en équipe, et ça c'était grâce au CIRVA à Marseille, donc là où il y a la première œuvre en verre que j'ai fait dans l'exposition ici, à la collection Lambert qu'on voit, je l'ai faite avec ce CIRVA, et donc c'était aussi sortir de la solitude de l'atelier pour travailler en équipe. Et ça, c'était aussi une autre... déjà, c'était sortir de ce côté, je dirais, presque romantique de l'artiste qui fait tout seul, qui est enfermé dans son atelier. Surtout qu'en plus, moi, à l'époque, mon atelier, c'était une chambre noire, donc j'étais vraiment dans mon cocon. Et aller travailler, aller vers d'autres... savoir-faire, c'était une façon aussi de déléguer le geste. Ça, c'était une chose de reconnaître que si je voulais faire des choses en verre, je ne pouvais pas le faire moi-même. Et si je voulais le faire moi-même, fallait que j'abandonne presque la création artistique pour devenir celui qui allait maîtriser ce savoir-faire. Et donc, à un moment donné, il y a un choix qui s'est fait, qui était de se dire... de monter, comme tu disais, tu fais le parallèle du film, monter une équipe autour de l'œuvre que je désirais faire, de façon à travailler dans l'excellence et pas être dans le bricolage de quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et donc c'est ce moment-là, ça a été ce passage, je dirais, à travailler avec des artisans, m'a fait voir mon travail différemment aussi. C'est pas juste faire des œuvres, c'est aussi se positionner différemment dans la société. Alors, c'est très intéressant parce que c'est exactement le cas de Sol Lewitt, par exemple, qui au départ, Sol Lewitt, vous le connaissez, il est célèbre pour ses wall drawings, dont on a 3 beaux exemples à la collection Lambert. On y reviendra, mais qui sont par ailleurs au début faits en noir et blanc, et qui vont tendre vers la couleur, et ça sera quelque chose qui a beaucoup influencé notre exposition et ce qu'on avait envie de se dire sur l'art avec Jean-Michel. En tout cas, Sol Lewitt, à un moment, commence à faire ces structures faites de cubes qui se répètent de manière a priori très mathématique, même si ça reste abstrait. Et au départ, il le fait lui-même en bois. Et c'est pareil, très tôt, il se dit que s'il veut vraiment développer un travail d'artiste et justement prendre cette distance-là et ordonnancer vraiment sa manière de travailler dans la société, il doit déléguer ça à quelqu'un. Alors, on est à un moment où on délègue plutôt à de l'usine. On est aux États-Unis et c'est l'industrialisation est assez intense. Et c'est drôle de voir qu'avec toi, on va déléguer à d'autres gestes en fait qui proviennent de l'artisanat et de l'artisan davantage. Ça me fait dire que ce qui était passionnant pendant l'exposition, c'était de voir que ce travail que tu produis, on en montrait les similitudes ou les influences avec les artistes des années 60-70, mais c'est pas un travail qui singe l'art minimal, c'est pas un travail qui refait de l'art minimal, c'est au contraire un travail qui déplace une certaine science de l'art minimal, des certaines réponses qui ont été apportées sur un plan esthétique dans un contexte où on en a besoin. Et j'aimais beaucoup cette idée, mais qu'on lit dans les ouvrages de Hal Foster notamment, et dans le Retour du réel, où déjà les artistes des années 60-70 vont trouver la recette en allant regarder leurs pairs, en allant regarder les constructivistes russes ou d'autres, et vont voir que ces formes géométriques, elles ont un potentiel sensible assez intéressant. Ils vont les déplacer dans un contexte qui est celui des révolutions sociétales des années 60 et des bouleversements que le monde occidental connaît. Et il me semble qu'avec des artistes de ta génération, c'est un peu la même chose qui se rejoue. C'est comment aller puiser dans un répertoire formel extrêmement intéressant du point de vue des possibles qu'il permet, mais de le connecter à une société. Et je pensais à d'autres artistes qui pourraient faire partie de ta famille, avec lesquels on a travaillé la collection Lambert, notamment avec l'artiste américaine Ronnie Horn, dont le travail est vraiment un travail qui rappelle le minimalisme, mais qu'elle va affecter d'autres choses qui n'étaient pas prévues dans les années 60, d'une autre poésie, d'un autre désir politique lié au monde dans lequel elle vit, les années 80, avec toute cette idée du travail sur le corps, sur le contrôle des corps, sur l'invisibilité de certains corps et sur cette présence du sida très marquante. Et aussi à Félix González Torres, qu'on a aussi exposé ici un certain nombre de fois. Et je crois qu'avec Félix González Torres, par exemple, tu as entretenu une relation assez importante d'artiste à artiste.
Félix González-Torres, pour moi, enfin pour ma génération d'artistes, c'est le génie absolu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui justement ramène de la sensualité dans les œuvres minimales, qui ramène du politique, qui s'engage, qui parle justement du sida de façon directe, mais en même temps complètement poétique. Donc il ramène une vision plus humaine, je dirais, d'œuvres qui pourraient paraître justement distantes. Et moi, j'ai eu la chance donc d'être dans la même galerie que lui pendant plusieurs années, d'assister à sa première expo à Paris, d'aller souvent aux États-Unis et de le rencontrer quand j'allais là-bas. Donc c'est quelqu'un, oui, qui a été très important pour moi dans son exigence et qui était quelqu'un d'une très grande humilité et d'une très grande gentillesse. Et ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris de ça. De ce fait d'être, en même temps à l'époque il était surexposé, on le voyait partout. Enfin, je me rappelle même de son vernissage au Guggenheim à New York, où il m'avait invité et j'étais assis à côté de sa mère. D'ailleurs, c'était assez amusant. Et donc il y avait ce rapport en même temps presque vital dans son travail, mais avec une grande tendresse. On peut dire que c'était un travail très tendre. J'aime beaucoup cet artiste, j'ai beaucoup aimé l'homme, c'était quelqu'un qui donnait une vision. Malheureusement, il nous a quittés 3 mois avant que les trithérapies soient mises en place, et lui-même étant malade du sida, il a pas survécu à cette catastrophe. Et d'ailleurs, c'est aussi, je dirais peut-être grâce à lui ou à cause de sa disparition, en fin de compte, que je me suis pour la première fois vraiment engagé, je dirais, publiquement avec d'autres artistes sur cette question du sida, et on a fait cette exposition qui reste pour moi importante, qui s'appelait Beau comme un camion, qui était une exposition qu'on avait fait avec plein d'artistes différents pour lui rendre hommage l'année de sa mort. Et ça avait été un moment où ça nous a unis tous de générations différentes, que ça soit Annette Messager, Pierre et Gilles, enfin plein d'artistes très différents étaient ensemble dans cette exposition qu'on avait conçue avec aussi des gens qui étaient des commissaires d'exposition, et donc on s'est retrouvés, je dirais, ça a créé une famille, même si c'était juste le temps d'une exposition, puis après on est tous repartis chacun dans notre histoire, mais ça reste quand même un moment où quand je croise des artistes qui étaient dans cette exposition, qui était faite vraiment avec des bouts de ficelle et qui était qui était partie vraiment d'une volonté d'artiste qui reconnaissait l'importance de Félix González-Torres dans notre histoire de l'art contemporain, mais aussi dans l'histoire de la maladie, comme étant une figure incontournable. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à voir des œuvres de lui parce qu'elles c'était des œuvres vivantes, et aujourd'hui elles deviennent un peu sacralisées, on les regarde différemment. Mais à l'époque, je me souviens que toutes les expositions étaient donc destinées à disparaître, puisque son idée c'était que chacun pouvait prendre des morceaux de l'expo et partir avec. Et donc du coup, à la fin de l'exposition, il restait en général pas grand-chose. Et ça, c'était quand même une grande générosité de sa part. Et c'était aussi une sorte de cette idée du talisman aussi, qui est quand même importante aussi dans mon travail, qu'on retrouve. Donc voilà. Donc c'était un moment, oui, et je pense que c'est un artiste incontournable de l'histoire de l'art des années 2000. Et parler de lui, de Ronnie Horn, qui était aussi sa meilleure amie. Je me souviens qu'Éric Mézil, qui a fondé le musée avec Yvon Lambert, avait publié dans un catalogue l'oraison funèbre de Ronnie Horn le jour de l'enterrement de Félix González-Torres. Avec lui, Ronnie Horn, et plus en amont, l'art minimal, on comprend aussi la relation de ton œuvre au corps. Parce que dans l'art minimal, vous le savez, il n'y a pas de figuration, ce sont des œuvres très opaques, géométriques, qui ne représentent pas des corps. Et pourtant, par l'affirmation de leur présence à vos côtés dans un espace, elles vous font exister vous en tant que corps, elles font exister d'autres corps. González-Torres parle des corps, Ronnie Horn parle des corps, et toi, j'ai compris en travaillant sur l'exposition que ces œuvres-là, qui étaient aussi parfois monolithiques, parlaient de corps, d'éléments organiques, parlaient de sensualité, et d'ailleurs l'exposition s'appelle Les fantômes de l'amour. Est-ce que tu peux peut-être développer cet aspect-là du travail, ton rapport au corps, justement? Le rapport au corps, c'est un peu... on voit dans l'exposition, il y a 3 petites pièces en soufre, donc qui ont été montrées à la Documenta en 92, et à l'époque c'était Jan Hoodt, donc le grand commissaire
flamand de Gand qui avait fait cette exposition. Il avait pris pour thème de cette exposition, donc cette documenta, le corps justement. Il avait regroupé plein d'artistes autour de ce thème-là, parce que dans ma génération, le corps a été la première chose impactée. Donc on le disait évidemment par la maladie, le sida, puisqu'à l'époque on savait pas le soigner, donc ça devenait, les corps étaient vraiment, je dirais, marqués, abîmés, et souvent douloureux, enfin amenés à des morts atroces. Mais c'était aussi les années 80, le bodybuilding, les premières représentations du corps. Maintenant, on voit des garçons en slip partout sur les panneaux d'affichage. À l'époque, c'était quelque chose de complètement dingue, se dire que ce rapport pouvait être la nudité, le corps de l'homme ou de la femme était donné à tous, et c'était quelque chose dans les années 80 qui débarquait comme ça, et cette espèce du corps idéal, c'était aussi une chose importante. Donc c'est pas seulement une vision, je dirais, tragique du corps, c'était aussi une vision comment le corps devenait quelque chose qui allait être travaillé, et on le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus présent avec toute l'évolution qu'on a pu voir au cours de ces décennies, que ça soit les bodybuilding, la chirurgie esthétique, le tatouage, enfin on peut faire toute une liste de comment le corps a évolué par rapport à ce qu'il était dans les années où j'ai découvert mon corps, je dirais, fin des années 70. Donc il y a quand même une évolution de cette vision du corps qui a été importante, et donc ce qui expliquait que j'étais dans cette exposition, mais surtout où les premières œuvres étaient presque des représentations d'orifices, d'ex voto, un peu des fragments de corps, et comme on retrouve dans ces œuvres donc en souffle. Après, le corps est toujours resté là dans les œuvres, notamment il y a une œuvre que j'aime beaucoup qu'on voit ici, celle qui est au centre, au sol, qui est une œuvre que j'ai faite pendant le Covid, où j'ai vu sur la couverture du New York Times une photo qui m'a terrifié et en même temps fasciné, qui étaient les bûchers que les gens en Inde faisaient pour tous les morts du sida, et on voyait cette espèce de plaine remplie de carrés comme ça, en briques, mais des vraies briques, pas des briques en verre, avec des corps qui étaient brûlés parce que submergés par la maladie, par le Covid. Et quand j'ai vu ces images, j'ai reproduit exactement un de ces bûchers en remettant exactement l'emplacement avec le même nombre de briques. Cette œuvre qui ici est vue plutôt en lien avec Carl André, avec cette idée d'une sculpture au sol comme ça minimale, mais en même temps derrière cette œuvre il y a vraiment la taille d'un corps couché destiné à être brûlé. Donc c'est toujours présent. On le voit aussi beaucoup dans la Tour des Anges, dans le palais, au Palais des Papes, où il y a tous ces colliers qui sont comme des nimbes qui entourent des corps absents qu'on voit comme des anges qui flottent quand on descend l'escalier et qui prennent la lumière. Donc ce rapport au corps, il est présent souvent dans la construction, la conception des œuvres, mais même dans la matière. C'est-à-dire quand on regarde de près les perles que je peux utiliser, elles sont toutes blessées, elles peuvent ressembler à des seins, à des fesses, elles sont sensuelles, on a envie de les caresser, on a envie de les lécher, on a envie d'être dans un rapport à ces œuvres d'une façon très érotique presque. Et ça, pour moi, c'est important que l'œuvre même dans sa construction, dans le détail, elle évoque le corps. Et ça, c'est grâce, on en revient aux artisans, parce que les artisans mettent de leur corps, évidemment, de leur souffle. Quand il y a une œuvre avec dans la grande chapelle où il y a 7500 briques au sol, c'est 7500 souffles d'hommes. Donc il y a quand même cette idée presque du baiser, du verrier, qui vient donner naissance à une partie de la sculpture. Où les œuvres, quand elles sont en verre, les perles, par exemple, on sent la main du verrier, elles sont caressées. Le verrier non seulement met son souffle, mais il met sa main, puisque les verriers italiens travaillent avec cette technique incroyable où simplement ils trempent un journal dans de l'eau et quand il est assez humide, ils le posent sur leurs mains et ils vont venir sculpter le verre en fusion et lui donner cette forme, et on sent le doigt, on sent la main du verrier. Donc pour moi, il y a ce rapport au corps, il est toujours là, et je pense que chacun est victime de sa génération. Donc moi, c'est peut-être ça, mon histoire, c'est peut-être celle-là. En tous les cas, une des histoires, c'est celle-là. Mais c'est justement là que s'est joué vraiment l'intérêt de l'exposition, c'est que à travers cette dimension très sensuelle, très organique d'œuvres d'apparence minimale, on pouvait essayer de porter un regard
je pourrais qualifier de nouveau pour le public, mais auquel on est très attaché à la collection Lambert avec François Quintin, mais aussi à travers les yeux d'Yvon Lambert, qui est la question de la beauté et de la sensualité dans une collection pour laquelle ces mots n'étaient pas censés la décrire. Puisque dans les années 60-70, justement, on privilégie pour éviter la subjectivité, l'austérité. Et pourtant, moi, à travers les discussions avec Yvon Lambert, on comprend que le rapport à ces œuvres-là chez lui est très, très sensible, très intuitif, très amoureux, absolument pas théorique. Et on essaie depuis 25 ans à la collection Lambert, à travers les accrochages, de montrer que le rapport à ces œuvres-là peut relever du désir et de la poésie. Et je crois qu'on est dans le juste, puisque l'accrochage de la Bourse du Commerce, qui est une grande exposition monumentale sur l'art minimal, prend aussi ces chemins-là à certains endroits. Et de te demander à toi d'avoir un regard sur la collection, c'était emprunter aussi cette vision sensuelle qu'on a pour les œuvres, et c'était nous permettre de les montrer à travers ce prisme de la beauté. Et je sais que la beauté, pour t'avoir entendu souvent, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, mais qui relève presque du politique, et qui traverse tout ton travail. Oui, la beauté, c'est quelque chose, je dirais, qui était présent presque malgré moi. Donc ça a été, pendant des années, ça a été une bataille de mettre en avant des protocoles qui faisaient que, même si l'œuvre apparaissait, cette beauté n'était pas ma faute. Il y avait cette idée quand même d'une culpabilité de la beauté qui était très importante dans notre civilisation judéo-chrétienne où le beau, c'est forcément quelque chose qui nous amènerait vers le frivole, vers quelque chose qui n'est pas fondamental, qui a un manque de radicalité, enfin tout ça. Et moi, ça a toujours été là malgré moi. Donc pendant des années, j'ai essayé de lutter pour faire des choses moches, mais j'y arrivais pas. Et donc c'était un peu toute la bataille avec tous mes professeurs, c'était de dire si je fais des œuvres, si c'est trop beau, voilà. Il y a eu des moments comme ça où des artistes justement m'ont aidé à comprendre l'importance de ce positionnement par rapport à la beauté, et où j'en ai fait une sorte de cheval de bataille. Donc une chose très importante dans l'exposition pour moi, c'est justement les Sol Lewitt qui sont présentés, parce que ce sont des périodes charnières dans l'œuvre de Sol Lewitt. Il part à Rome, je crois qu'il est en résidence à la villa américaine de Rome, et il revient et il fait ses wall paintings et ses dessins, ses aquarelles, avec cette idée de la fresque italienne où on retrouve ce côté à l'éponge, un peu comme ça. Et moi, je me souviens, ça devait être 83 ou je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais encore aux Beaux-Arts. Et là, il s'en prend plein la gueule, quoi. C'est-à-dire que les critiques disent mais c'est inadmissible, comment un artiste conceptuel se laisse prendre par cette idée justement du beau, du savoir-faire, du geste de la main. Et d'un coup, moi, ça m'ouvre l'esprit. Je me dis je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a un artiste que j'admire qui fait cet acte, qui met en avant cette idée de la beauté, et qui l'assume et qui fait des œuvres comme on peut le voir ici dans la collection, le wall painting de Sol Lewitt, qui est magistral. Enfin, pour moi, une des choses, des plus beaux environnements dans lesquels on peut être, et on est vraiment porté par des émotions, mais qui passe aussi par cette idée de la beauté des couleurs, la beauté des matières. Donc ça a été un moment très important pour moi. Et puis après, l'autre chose qui a été, je dirais, qui m'a sauvé par rapport à cette idée d'une beauté qui aurait pu être un boulet, ça a été de voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis un artiste qui a, pendant 15-20 ans, dès que je pouvais partir, je partais de France, parce que dans les années 80, il y avait pas trop de place pour ce que je faisais. On était dans des moments très importants de la peinture, de la figuration libre, de choses très grandes au mur, très colorées, où il n'y avait pas de place vraiment pour la poésie peut-être, où cette notion poétique était moins présente. Donc je suis allé voir ailleurs, je suis parti beaucoup aux États-Unis, en Allemagne et en Asie. Et le voyage en Asie, ça a été le déclic où la notion de beauté, vu qu'ils n'étaient pas dans une culture judéo-chrétienne, était complètement différente. C'est-à-dire que la beauté, c'est cette marche qui nous amène vers la spiritualité, vers la contemplation. C'est pas quelque chose qui vous tire vers quelque chose qui serait moins radical. Au contraire, ça vous élève. Et donc de toutes ces rencontres, de ce cheminement que j'ai fait un peu comme ça en passant à travers, créant ma propre histoire, choisissant les interstices qui allaient m'amener à faire
mon œuvre et faire ce qu'elle a de différent aujourd'hui. Et c'est surtout une œuvre qui, à un moment donné, j'ai complètement pris le contre-pied et j'ai affirmé cette beauté. Et c'était il y a 25 ans, justement avec le kiosque des Noctambules Place Colette, où là vraiment j'ai fait un geste radical dans la ville de ramener cette idée du beau, du merveilleux, de l'émerveillement et du poétique. Et là, ça a été le début d'une chose qui paraît aujourd'hui, et ça c'est grâce aux jeunes générations, je crois beaucoup aussi à ce dialogue. Là, je dialogue avec des artistes morts ou des artistes qui sont plus âgés que moi, mais je crois beaucoup au dialogue avec les jeunes artistes. Et je pense qu'à un moment donné, ce que je raconte là, pour les jeunes artistes que je vois là, hein, qui sont là, c'est plus une question. C'est-à-dire que c'est plus un problème de la beauté. C'est plus quelque chose qui va vous freiner dans votre création. Alors que, à une époque, justement parce une lecture peut-être que je pense et qu'on a essayé de démontrer dans cette exposition erronée de ce qu'était le minimalisme, puisque dans cette expo, le propos c'est montrer peut-être ce qu'il y a de minimal dans mes œuvres et de sensuel dans l'art minimal. C'est un peu ce qu'on a essayé de jouer ici. Je pense que cette question-là, aujourd'hui, elle est beaucoup moins pesante pour les jeunes générations d'artistes. Et l'exposition, à travers ton regard, elle pose la question de la liberté de la création, puisqu'on a vraiment tous les deux choisi volontairement des œuvres très spécifiques de la collection, qui, tu en as parlé avec Sol Lewitt, mais qui démontraient cette liberté des artistes, au-delà des dogmes que parfois ils avaient inventés, mais dont ils ont voulu se sortir, mais au-delà des dogmes de l'histoire de l'art, de la théorie et de toute cette marche comme ça, scientifique, qui existe. Et c'est volontairement des œuvres, par exemple, très colorées qu'on a choisies, et des œuvres où cette part de liberté, de sensualité, elle vient effectivement, en effet, aussi chez tes pairs, de ces voyages en dehors, par exemple, des États-Unis. Parce que l'art minimal et conceptuel, il a pu exister aussi aux États-Unis parce que il n'y avait pas le passé de la vieille Europe culturelle et artistique. Alors, il était dans les livres si vous le vouliez, mais malgré tout, le passé était plus récent. Et pourtant, effectivement, Sol Lewitt, il est obligé de partir en Corée pour la guerre du Pacifique, et il en revient aussi en dehors de l'horreur avec une inspiration justement de la philosophie asiatique. Il va même collectionner des œuvres d'art anciennes asiatiques. Cy Twombly, on sait très bien qu'il a fui lui, qu'il est parti en Afrique du Nord, à Tanger avec Rauschenberg, Rome, et puis qu'il s'est installé à Rome pour découvrir la liberté. Et même quelqu'un comme Bryce Marden, dans sa relation avec Raymond Lambert, tu as voulu qu'on finisse cette exposition par ce mur chez Lambert qui est sublime et qui parle avec une de tes œuvres où la lumière et la gamme chromatique sont en symbiose. Mais Bryce Marden, avec Yvon Lambert, il parle de Grèce et il part vivre à Hydra, sur cette île sublime qui a été un peu colonisée par le monde de l'art aujourd'hui. Mais c'est ailleurs parfois que s'invente une liberté, et le regard que tu as porté sur la collection permettait de rappeler à quel point les artistes étaient des êtres libres, à mon sens. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est aussi ce rapport à l'histoire. Et moi, quand même, grâce à la ville d'Avignon, j'ai pu montrer, je dirais, tout l'amour que j'ai aussi pour l'art ancien, pour l'architecture, et je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir comment des œuvres minimales ici peuvent être lues complètement différemment quand on va au lapidaire, par exemple, quand elles sont en rapport avec des autels, avec des tombes, avec des stèles, avec cette idée d'un autre siècle, d'un autre temps. Et donc c'est vrai qu'ici il y a un dialogue très précis par rapport aux années 70, mais la chance que j'ai eue moi dans cette exposition ici sur les 10 lieux dans la ville, c'est de pouvoir aller voir ce qui m'intéresse dans le 18e, ce qui m'intéresse dans l'art gréco-romain, ce qui m'intéresse dans le rapport au corps, au bain pommaire. Enfin, il y a quand même eu toute une palette. Je pense que je referai jamais une exposition aussi complexe et aussi importante pour moi, dans le sens où j'ai pu montrer, grâce à ce voyage dans la ville, toutes les facettes qui me construisent. Et je pense que moi, je suis vraiment un artiste de la continuité, justement. Pas un artiste de la fracture, je suis pas un artiste qui va essayer de casser les choses, je suis plutôt un artiste qui va essayer de recoller les morceaux, quoi. Et donc ce passage, ce regard sur ce dialogue avec des artistes des siècles passés est aussi important pour moi que de dialoguer avec des artistes qui sont un peu de ma génération, comme l'art minimal. Il faut rappeler que c'est des artistes qui étaient tous en train de bouleverser le monde sur un plan sociétal.
qui avait décidé de le faire depuis le champ de l'art en inventant des formes qui étaient celles-là et en inventant une manière de les regarder, mais qui étaient tous en même temps en train de manifester pour le droit des invisibles, le droit des personnes afro-américaines aux États-Unis, pour le droit des femmes aussi, contre la guerre au Vietnam, et puis en France c'est mai 68, c'est le même moment politique. Donc c'est des œuvres qui sont, oui, empreintes de cette joie du militantisme aussi et de l'envie. Pour une fois, les jeunes étaient plus nombreux que les vieux et ils allaient bouleverser le monde. C'était l'idée. Et la collection est aussi le résultat de ça et de ces moments de fête entre les artistes. Et ils le racontent tous et toutes très très bien quand ils parlent eux aussi de la galerie d'Yvon Lambert, où ils vont dire que pendant un moment, il était le bar du coin pour Daniel Buren, Laurence Wiener, Agnès Toroni et les autres. Mais je retiens peut-être pour finir une chose importante, c'est cette idée de ne pas être un artiste de fracture. Et je crois que c'est quelque chose que tu as certainement en commun avec les artistes de la collection d'Yvon, c'est qu'Yvon Lambert ne s'est intéressé qu'à des artistes en rupture, qui ont inventé des nouveaux champs artistiques, mais qui ont toujours conservé une conscience de là où ils se plaçaient dans l'histoire de l'art, et qui ont toujours pris la liberté d'aller convoquer certaines formes du passé. Et c'est ce qui, lui, l'a intéressé dans certains de ces artistes. Et c'est peut-être à mon avis là que notre dialogue a été aussi facilité, parce que il y a ce besoin de parler avec le passé, avec le présent et d'imaginer un futur dans l'art depuis de nombreuses années. C'est vrai que quand tu parles de cet engagement politique, je pense qu'aujourd'hui, cette idée de la beauté, c'est justement un engagement politique. C'est se dire, voilà, on est dans un monde tous les jours, on hésite à regarder le journal télévisé parce que ça nous en tombe de tous les coins. Mais je pense que justement, offrir des moments comme ça hors du monde, et c'est ce que j'aime dans cette exposition, c'est ce que j'aime dans cette grande exposition Otoniel Cosmos ou les fantômes de l'amour, c'est que ça nous permet de nous retrouver nous, de sortir un peu de cette réalité, et grâce à la beauté, de s'abstraire pour revenir plus fort dans le monde. Et je trouve que là, la beauté est vraiment un acte politique aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion avec Jean-Michel Otoniel et Stéphanie Bars au sujet de l'art minimal, enregistrée en public à la collection Lambert. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux @Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.